Bienvenue à tout le monde et merci de vous être connectés ce matin pour ce comptoir de Octo et Wacom où on va parler de vision de plateforme et de leadership technique. Là, on a mis le titre « Une vision de plateforme sans leadership technique et qu'hallucination ». On peut inspirer de Thomas Edison qui disait une vision sans exécution n'est qu'hallucination. Et l'idée, c'est d'un peu parler de vision de plateforme, qui est aujourd'hui un sujet qu'on trouve un peu partout. Donc, on est passé de tout est objet, tout est service, tout est produit. Aujourd'hui, tout est plateforme. Quand on est d'accord par rapport à ça. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est un peu parler de la vision plateforme et puis après, faire un focus sur le rôle du leadership technique pour concrétiser ces visions. Je m'appelle Wassel Alazar, je suis architecte et développeur chez Octo Technologies. Et avec moi, Étienne Debost, Head of Architecture chez Wacom, et FX, Engineering Manager chez Wacom. Dans cette présentation va se dérouler en 3 temps. D'abord, on va commencer par présenter rapidement ce que Wacom, et Étienne va nous parler de sa stratégie de plateforme. Dans un deuxième temps, on va présenter une plateforme en particulier, celle que nous avons construite, Wacom et Octo, récemment. Donc là, c'est un projet où on a mis en service une nouvelle plateforme, voilà, à partir d'une vision. Et on va finir par un focus, on va parcourir tous les éléments que nous appelons de leadership technique qui nous ont aidés pour concrétiser un peu cette vision. C'est parti, je te laisse la parole, Étienne, pour nous parler de Wacom et sa stratégie de plateforme. Yes, bonjour à tous, enchanté. Du coup, je vais vous parler un petit peu de Wacom. Je veux bien que tu passes au slide suivant, s'il te plaît, Marcel. Du coup, Wacom, c'est une assurance, un assureur qui a bientôt 200 ans, qui assurait le bris de glace sur les calèches à Paris en 1829, qui s'appelait anciennement la Parisienne Assurance, et qui a été racheté début des années 2000 et qui a opéré un vrai virage technologique ces dernières années. Donc qui accompagne une très forte croissance et avec un modèle B2B2C. Comme vous voyez, on est présent dans pas mal de pays, on a pas mal de distributeurs différents et on touche à tout ce qui est produits et services. Voilà, et on va bientôt faire de l'assurance santé. Du coup, en termes de business model, par nature, en faisant du B2B2C, Wacom a une stratégie business qui s'apparente déjà à une plateforme. Avec d'un côté des assurés qui cherchent à se protéger contre du risque et de l'autre du capital qui cherche à s'investir pour assurer du risque. Et donc, Wacom, au milieu, fait le pont entre ces différents acteurs. Donc, pour vous faire un peu la chaîne de valeur, nous avons d'un côté du capital qui vient de réassureurs, des marchés financiers potentiellement qui portent une grosse partie du risque. Une partie du risque est portée par Wacom. Wacom crée les produits d'assurance sur mesure pour des partenaires distributeurs. Ces partenaires distributeurs ont plusieurs formes, plusieurs catégories. Nous avons les insurtech, les courtiers traditionnels, les non spécialistes de l'assurance. Et enfin, ces courtiers distribuent des produits d'assurance aux assurés finaux qui cherchent à se protéger contre du risque. Et du coup, de cette plateforme business, nous avons construit une vision autour d'une plateforme technologique, d'un ensemble de plateformes technologiques qui viennent supporter du coup de l'ensemble de notre chaîne de valeur. Et donc, ça commence par notre capacité à entrer en relation avec des distributeurs. Donc, ça, c'est le premier élément sur lequel nous avons travaillé. C'est ce que nous avons appelé notre plateforme Play and Plug pour les distributeurs, avec une approche la plus self-care et la plus self-service possible. Nous avons travaillé sur l'équivalent à destination des internes, donc nos fameux Wakami, pour pouvoir les outiller dans leur relation avec les partenaires distributeurs. Nous avons ensuite travaillé sur la partie qui nous sert de relais de croissance à nous et qui sont des accélérateurs pour les courtiers
autour de la partie B2C, White Label Funnel, en gros, qui sont des tunnels de vente en marque blanche qui permet à des non-professionnels de l'assurance de distribuer très rapidement des produits d'assurance sans forcément avoir à implémenter nos API. Un Policy Admin System. Donc, c'est sur cette partie-là que l'on va zoomer par la suite parce qu'on a une sorte de jeu de poupée russe avec une plateforme dans la plateforme. Nous avons des API au milieu qui sont des API, autour de notre moteur de tarification et des API qui nous permettent ensuite de collecter des informations de la part des courtiers. Et enfin, nous avons construit un portail à destination des réassureurs qui nous permet de faire le bridge sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc, je vais que tu passes au slide d'après. Voilà. Et donc là, ce dont Wessel va vous parler, en fait, c'est ce jeu un peu de poupée russe où au sein de notre grande plateforme digitale, nous avons une petite plateforme à l'intérieur, enfin petite qui n'est pas si petite que ça. Et je passe la main à Wessel. Yes, exactement. Donc là, Étienne vient de nous parler de la stratégie plateforme qui accompagne le business de Wacom sur toute la chaîne de valeur. Donc là, la plateforme que nous avons construite ensemble, il a plusieurs noms. Parfois, on parle de B2C Gateway ou plus précisément, son cœur métier, c'est la partie Policy Admin System. Donc, elle peut être vue comme une plateforme à part entière parce qu'elle existe indépendamment, mais en se pluguant avec le reste, ça donne quand même une expérience de bout en bout pour les partenaires également. De quoi on parle? On parle alors, cette plateforme, elle va permettre aux partenaires de Wacom de distribuer les produits d'assurance, de les vendre, de les intégrer dans leur site de distribution. Et puis après, derrière, d'opérer ces contrats d'assurance, de faire des actes de gestion par-dessus. Et ça répond à 3 enjeux principaux. Là, il y a un driver d'innovation, parce que Wacom, elle fait le pari de la transparence, et là, cette ambition d'amener de la transparence dans le métier de l'assurance. Donc là, il y a un élément principal d'innovation qui est les contrats d'assurance qu'on va faire sur cette plateforme et tous les actes de gestion qu'on va opérer dessus, ils vont être publiés sur une blockchain publique. Et ça va amener un certain nombre d'implications dans le métier même. Là, voilà, il va falloir, on continue, repenser les process métiers. Un deuxième élément qui est la commoditisation. Donc là, on a parlé des partenaires de Wacom, ceux qui vont être face au client final, qui vont lui vendre l'assurance et qui vont également l'opérer par la suite. Pour eux, on va leur abstraire. Donc, donc là, il y a une grande partie de ces partenaires. Donc, il y a ce qu'on appelle des non-spécialistes de l'assurance, et Wacom, il a envie d'aller chercher plus ces non-spécialistes de l'assurance et d'exposer tous les process métiers comme une forme de commodité et de leur fournir les capacités de gestion clés en main. Et puis après, ces partenaires, ils vont avoir différents niveaux de maturité technique. Il va falloir que cette plateforme leur offre des capacités, beaucoup de capacités de personnalisation. Donc là, on va rapidement leur donner des API ouverts pour qu'ils puissent les intégrer dans leurs assets techniques et fournir l'expérience la plus personnalisable. Donc, quand on assemble un peu tout ça, rapidement, on se retrouve dans un écosystème riche et qui va ramener son lot de complexité. Donc là, on parle de cette plateforme, on ne vous parle pas d'une petite web app ou de quelques API. Là, c'est tout un écosystème qui est riche, qu'on va trouver dedans un tunnel de distribution marque blanche, que les partenaires vont intégrer dans leur site e-commerce avec leur logo et leur code couleur, pour que le client final, il reste sur le site de distributeur et qu'il puisse souscrire au contrat d'assurance. On va trouver des web apps pour les opérateurs pour qu'ils puissent faire les actes de gestion dessus suite à la demande des clients. On va également trouver ces API qui vont être ouverts aux partenaires qu'ils puissent les intégrer dans son SI. Et puis surtout, ce n'est pas une plateforme qui va vivre sa vie à part. Elle va être complètement intégrée au SI de Wacom.
voilà, aux autres systèmes existants. Et également, voilà, tous les contrats d'assurance et les actes de gestion vont être publiés sur la blockchain. Donc là aussi, il y a une problématique d'intégration. Et donc là, l'idée, quand on est face à un écosystème riche comme ça, souvent le piège, c'est comment atterrir. Donc là, les pièges qui peuvent arriver, c'est justement, on aille un peu plus loin dans, soit on veut de la surspécification de cet écosystème, on enchaîne les études, soit on fait l'époque. Et là, ce qu'on aimerait partager avec vous, ce qu'on veut surtout parcourir ensemble, c'est qu'est-ce qui, selon nous, a été clé pour que finalement, on puisse mettre en service, from scratch ou presque, une plateforme comme ça. Et donc, c'est là où on va parler de tech leadership, le rôle du tech leadership dans ça. On va d'abord commencer notre définition de leadership. Leadership technique, on le définit par l'idée, c'est enabler, c'est faciliter, c'est qu'est-ce qui fait, c'est quoi les pratiques qu'on va pousser pour créer des environnements qui vont être propices à la création et à la réalisation. Et dans notre boîte, on a 3 grands étages principaux. Donc là, il y a Accelerate, on vous en a parlé beaucoup chez Octo, je vais en parler encore de nouveau. On a Domain Driven Design et Team Topologies. Accelerate, ça dit quoi? Ça dit tout simplement que c'est une étude voilà, scientifique qui mène des enquêtes chaque année et publie ses résultats. Et elle dit que les organisations qui atteignent leur objectif sont les organisations qui savent livrer, qui ont un delivery performant. C'est des organisations qui livrent en production souvent, qui livrent vite. Et sans surprise, les organisations qui livrent souvent, qui livrent vite, sont aussi ceux qui ont la prod la plus stable. Donc, il n'y a pas d'opposition à faire. Et pour faire de ça, Accelerate, le modèle nous dresse 28 aptitudes. Donc là, ce n'est pas des cases à cocher, hein, c'est des capabilities sur lesquelles il faut chercher à progresser en continu. On va faire un focus sur la partie tech de ces capabilities. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'environnement dont on vous parle, voilà, chez Wacom, il y a déjà un certain nombre d'éléments sur la partie process et culture notamment, et toute la partie culture d'apprentissage. On va chercher à avoir des équipes qui savent apprendre vite et en leur donnant tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent expérimenter, par exemple. On va avoir, par exemple, même en faisant des plateformes, on commence par des petits lots. On ne fait pas une plateforme titanique avec la vision complète et on attend de la mettre en production. Donc, il y a toujours aussi, on va travailler avec les produits pour designer c'est quoi le minimum viable product pour y aller, pour valider ces hypothèses et après, on continue. Si on focus sur pourquoi vous êtes venu, voilà, sur l'enablement technique, dans la version 2000, la dernière version qui est fin 2022 d'Accelerate, les prédicteurs directs de la performance de delivery sur la partie tech, il y en a 2. Il y a le continuous delivery et cloud infrastructure. Donc, cloud infrastructure, ça a été ajouté récemment, il y a 2 ou 3 ans. Et ce qui est un peu amusant, c'est que quand on pense à cloud et continuous delivery, souvent, on a cette idée de quelque chose où on achète. Le CD, bon, voilà, c'est un Jenkins ou un GitLab CI ou n'importe quel outil qui va exécuter des pipelines de CI/CD. Quand on parle de cloud infrastructure, c'est une souscription. D'ailleurs, sur Accelerate, quand on parle de cloud infrastructure, ça n'a rien à voir avec une souscription de cloud provider. Justement, ils l'ont remis parce que parce que ça ne suffit pas d'avoir une souscription de cloud chez un cloud provider pour bénéficier des promesses du cloud. Si on prend la définition du NIST du cloud, le premier élément qui est pouvoir instancier des ressources on-demand. Si vous avez une souscription
si vous avez des souscriptions chez un cloud provider et que derrière, pour instancier des ressources, il faut créer un ticket Jira et attendre des semaines et des mois, là, ce que nous dit Accelerate, c'est que vous ne faites pas du cloud. Et ce n'est pas de ça dont on parle. Là, dans l'environnement dont je vous parle, les équipes, ils sont autonomes sur leur souscription et ils peuvent instancier on demand les ressources dont ils ont besoin. La stratégie par rapport au cloud, chez Wacom, ils privilégient d'abord les services managés et faire du containerisé, soit sur du PaaS ou du FaaS, en privilégiant les produits et protocoles open source. Donc, il y a tout ça qui est expliqué aux équipes et on leur donne les moyens pour l'utiliser. Et ils sont autonomes là-dessus. Sur Continuous Delivery, pareil. Donc, ça va tirer un certain nombre de choses. Continuous Delivery, ce n'est pas quelque chose qu'on achète également, c'est quelque chose qu'on fait. Et pour pouvoir livrer en continu, eh ben, ça va tirer un certain nombre de choses. Donc, et ça va tirer la partie faire du code maintenable, intégrer en continu tous les changements sur une base principale, du trunk base. Bon, voilà, Accelerate nous dit clairement, il ne faut pas faire du git flow, voilà, ce genre de choses. C'est du trunk base qu'il faut faire. Il faut pas voir les sécurités comme quelque chose qu'on fait à la fin du projet, juste avant la mise en service, on fait un audit, mais c'est quelque chose qu'on intègre progressivement et le plus tôt possible dès qu'on fait un changement. Également, la partie, il faut travailler sur une architecture modulaire faiblement couplée. Et là, souvent, ça coince. Ça coince parce que, pour faire des architectures faiblement couplées, il y a souvent des solutions, mais qu'au final, c'est pas quelque chose d'évident à faire. Alors, nous, notre outil pour créer des architectures faiblement couplées, c'est là où on va ouvrir l'autre boîte à enabler qui est le DDD. Le mois dernier, lors du comptoir Wacom Octo, on a fait un focus sur le rôle du DDD pour créer de l'alignement à tous les étages. Dès le début, quand on est même avant, on ne savait même pas qu'on allait faire une plateforme au début. Bon, voilà, de la partie discovery jusqu'au code et comment est-ce que les outils au quotidien, ils s'en servent pour créer leurs user stories, faire leur example mapping et à partir des event storming, voilà, on a un code un peu aligné. Aujourd'hui, j'aimerais juste vous parler rapidement de comment le DDD nous a aidé sur la partie architecture. Comment est-ce qu'il nous a aidé pour décomposer un peu la complexité de cet écosystème qu'on avait vu en introduction, pour faire quelque chose qu'on maîtrise tout au long. Et je vais partager avec vous l'élément le plus important, s'il fallait retenir qu'un, c'est la partie bounded context. C'est cet outil que nous donne le DDD pour décomposer un problème, pour ne pas chercher à faire un modèle unique, un modèle unique pour résoudre tous les problèmes. Donc là, le bounded context, ça nous dit, quand on veut faire des écosystèmes riches, souvent, on va avoir plusieurs problématiques qu'il va falloir modéliser de manière différente. Donc là, j'ai pris un peu l'event storming de départ où on voit un peu tout ce qui se passe, voilà, une vue synthétique de ce qui se passe au sein de cette plateforme. Donc là, à partir où il va y avoir un utilisateur qui, avant même la souscription à un contrat, il va aller sur le site, choisir des garanties, ajouter des options, regarder un devis, rechanger des options, puis après mettre une carte bancaire, valider le paiement, puis après il a le contrat, il signe le contrat, et puis après derrière, il va y avoir toute une mécanique d'opération, on va faire des actes de gestion, et à la fin, ça va être, voilà, à la fin, il finit son contrat, il est content, il va résilier, et tout ça, ça va être publié sur la blockchain. Donc, notre manière de décomposer ça, donc il y a plusieurs éléments. Si je vous prends, par exemple, un postulat principal qui était toute modification d'un contrat d'assurance donne lieu à un nouvel avenant. C'est quelque chose, si on prend le problème en entier, elle ne sera jamais vraie. Et donc, du coup, ça va un peu coincer. Ça va faire qu'on va avoir des modèles qui veulent, en fait, qui sont optimisés pour rien. Si je prends un exemple simple,
si on imagine avoir un objet police, un objet police sur toute la chaîne de valeur, il va avoir des champs nuls, des champs optionnels partout, parce que, bon, voilà, dans la distribution, on va changer des choses. Mais à partir du moment où le contrat il est signé, là, on va avoir des propriétés. Donc là, effectivement, une fois que le contrat il est signé, toute modification de contrat d'assurance, elle donne lieu à un nouvel avenant. Et avant, on pourrait modéliser différemment. Et le fait de décomposer, ça nous ouvre plein d'options, notamment sur des décisions opportunistes. Donc là, en séparant les problèmes, on peut les classifier. Là, sur la partie distribution, au moment où on a démarré, on s'est tous mis d'accord que ce n'était pas là où il va y avoir le cœur de métier. C'est quelque chose qui peut changer par la suite, mais voilà, c'est quelque chose qui est nécessaire, mais qui n'est pas différenciant pour notre plateforme. Il existe des opportunités sur le marché, notamment nous, on s'est basé sur un outil, voilà, no-code pour faire le tunnel de distribution en marque blanche, mais sa responsabilité s'arrête là, jusqu'à la signature. On ne lui fait pas porter plus que ça. Une fois que c'est signé, c'est l'opération des contrats, c'est là où il va y avoir ce cœur métier, c'est là où l'innovation se concentre. Et bon, voilà, ça, on va le construire en interne. Et puis après, il y a la partie publication sur blockchain, le formatage des transactions, le monitoring de finalité, tout ça, qui va ramener aussi un lot de complexité. Et donc, du coup, on l'a séparé. Et donc là, en décomposant comme ça, même on peut trouver des patterns qui collent mieux à une problématique que d'autres et on les applique localement. Et je veux juste insister sur un élément quand on parle bandé de contexte. Souvent, la première fois qu'on les découvre, eh bien, il y a des personnes qui disent écoutez, ouais, on va avoir un domaine client, un domaine facture, un domaine police, ce genre de choses. En fait, c'est pas le plus important, ce n'est pas un nom, ce n'est pas un objet, un bandé de contexte, c'est une problématique à résoudre. Et l'une des choses qui était très importante pour nous, c'est de nous aligner ensemble sur c'est quoi les problématiques qu'on veut résoudre dans chaque contexte. Et on les rédige, donc il faut plus qu'un mot pour faire ça. Il faut rédiger un peu ces hypothèses et c'est un peu ça qu'on fait ensemble. Ça nous suit un peu partout, voilà. Donc là, on va retrouver ces termes-là dans les API. Mais non, mais là, là où été aussi important pour nous, c'est que ça nous a aidé à nous organiser. Là, je vais passer la parole à Étienne qui va nous parler du troisième élément qui est comment ça se colle avec Team Topologies, tout ça. Merci Wessel. Pour la faire simple, du coup, vu qu'on est parti du métier qu'on a découpé par domaine, enfin par bandé de contexte, on a fait on va dire une sorte de conway inversé où on savait ce que l'on voulait, l'architecture de ce qu'on voulait construire et on s'est organisé autour. Donc en gros là c'est la reprise des codes couleurs et des différents codes de Team Topology. Donc Team Topology c'est on va dire un framework, mais c'est une sorte de guide sur comment faire en sorte que des équipes s'organisent et comment des équipes doivent interagir entre elles de manière à avoir un flow rapide. Donc là, on rejoint aussi les problématiques autour d'Accelerate, c'est-à-dire l'objectif, c'est d'aller vite en production avec des choses stables. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé deux équipes. Les fameux Streamline Team 1, Streamline Team 2, autour donc de nos body de contexte. Et on a créé on les a encapsulés dans ce qu'on appelle une value stream, et dans lequel on avait des fonctions de coordination autour du product management et de l'engineering management. Et ce qu'on voit, c'est que chaque équipe, globalement, a l'ensemble des compétences nécessaires à l'atteinte des objectifs et sont autonomes en termes de compétences. Et on a cherché à les rendre un maximum autonomes sur l'ensemble des éléments nécessaires pour atteindre leur objectif. Et donc, autour, on va retrouver différents types d'équipes. On va avoir des équipes enabling, comme l'équipe architecture à laquelle j'appartiens, où notre rôle a été de faciliter à la fois le cadrage et ensuite le delivery sur les décisions majeures d'architecture, avec une approche où, au démarrage, c'est voici les standards chez Wacom. Ensemble, nous avons des problèmes à résoudre. Quels sont les obstacles que l'on peut lever pour vous aider à résoudre ces problèmes? Et donc, en termes de mindset par rapport à l'approche de l'architecture traditionnelle,
C'est un vrai changement. D'habitude, on a plutôt l'habitude d'avoir des équipes transverses, mais qui sont un peu tour d'ivoire, c'est-à-dire qui sont dogmatiques sur des problématiques, des standards, et qui indiquent aux équipes, appliquez-les. Je ne vous explique pas comment ça marche, mais ce n'est pas grave, appliquez ces standards. Voilà, on a cette approche-là sur l'architecture, sur la sécurité et sur globalement la plupart de nos problématiques. Et on a un deuxième type d'équipe, c'est les équipes dites plateformes, où elles vont plutôt avoir une approche où je fournis des services sur étagère au Streamline Team. Donc, typiquement, le studio design a un produit qui est le design system. Ça ne l'empêche pas de faire de la facilitation sur d'autres sujets. Typiquement, les UX et product designers sont au niveau du studio design et aident également les Streamline Team à cadrer les sujets les sujets UX, avec tout ce qui est recherche utilisateur, etc. Et l'Engineering Productivity Team, elle va fournir, on va dire, des standards as code d'une certaine manière, des composants génériques, et elle va aussi être capable de faire de l'accompagnement de manière ponctuelle en facilitation au Streamline Team. Enfin, voilà. Et globalement, c'est une organisation que l'on applique, hein, puisque vous l'avez vu précédemment, on a d'autres produits, d'autres plateformes, enfin, d'autres composants dans l'écosystème. Et c'est un modèle d'organisation et d'interaction entre équipes que l'on essaye d'appliquer partout et qui aujourd'hui nous convient bien parce que ça permet de focus les gens, les rôles et responsabilités sont clairs, les modes d'interaction aussi. Et globalement, à ce stade, on en est très satisfait. Maintenant, ce n'est pas un framework d'entreprise, hein. C'est-à-dire que là, du coup, on a de facto, on va créer des silos, hein. Enfin, de toute façon, à partir du moment où on délimite une équipe et qu'on lui donne un rôle et une responsabilité, on va créer des petits silos. Ce qu'il ne faut pas oublier de rajouter par-dessus, c'est des communautés de pratique, de manière à s'assurer que globalement, la connaissance se partage et qu'on discute aussi régulièrement des standards et qu'on puisse les faire évoluer de manière à vraiment coller au plus près des besoins de chaque équipe. Voilà. Bonjour tout le monde. Du coup, suite à ce que dit Étienne concernant la réorganisation des équipes, au niveau tech, ça s'est vu aussi. J'en suis l'exemple parfait. En fait, avant, chez Wacom, j'étais ce qu'on va dire un tech lead back-end et j'étais managé par un product manager, donc des techs managés par des produits. Et j'avais un rôle un peu plus électron libre avec beaucoup de sujets. Je n'étais pas très connecté aux équipes. Et suite à la réorganisation, du coup, j'ai pu me focus sur un produit en particulier. Du coup, ça permet d'être beaucoup plus proche des équipes, de vivre avec eux le produit, d'apporter des connaissances techniques pour faire progresser tout le monde, notamment sur la partie CQRS Event Sourcing. Et pareil, on a aussi pu progresser avec toute l'équipe sur les connaissances métiers. À l'époque, on était un peu séparés du métier. Maintenant, on travaille vraiment main dans la main avec eux. Et du coup, ce que nous a apporté Octo sur l'expérience, je le répète à chaque fois, mais il y a 2 ans, quand on est arrivé chez Wacom, l'équipe, on n'avait pas du tout la même maturité qu'aujourd'hui. Octo, en 6 mois de collaboration, nous a fait progresser énormément, notamment au niveau de la culture tech, des bonnes pratiques, et on remercie Octo pour ça. Sur ces belles paroles, merci FX pour ce témoignage. Donc là, on arrive à la fin de cette présentation.